Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le second épisode d'une analyse comportementale de Napoléon Ier, s'intitulant « Sommes-nous tous Napoléon ?» Faisons un récapitulatif, nous avons pu voir la montée en puissance sociale, politique et militaire de Bonaparte. De cet enfant, étranger en France, corse d'abord, révolutionnaire ensuite. Le lieutenant d'artillerie devenu général a déjà conquis le nord de l'Italie et la terre des pharaons, il n'a pas 30 ans. Nous sommes en octobre 1799 et dès son arrivée en France, c'est le retour de la valse politique. Mais avant de vous parler de la grande histoire, celle du coup d'État, de Sieyès et du consulat, parlons de la petite, celle de Napoléon, de cet enfant devenu adulte sur qui la vie a déjà laissé des traces. Alors plongeons ensemble dans la psychologie de ce garçon. Nous traiterons d'abord le fait qu'il est un homme et ce que cela implique. Ensuite, nous verrons son rapport à sa famille, père et mère notamment. Tout cela dans le but d'amener ses caractéristiques individuelles et commencer l'histoire politique et militaire. Chapitre 5. Un homme, un fils, un individu. Napoléon Bonaparte est un homme, je pense ne rien vous apprendre, mais cela implique certaines choses. D'abord, n'oublions pas que les femmes et les hommes sont plus similaires qu'ils ne sont différents. Ensuite, bon nombre de variables et de généralités s'expriment de manière différente, que cela soit sur l'intensité ou encore la récurrence de la dite variable. Alors quoi ? Eh bien, en tant qu'homme, Napoléon hérite d'une certaine vision de la vie, quelque peu dichotomique ou binaire si vous préférez. En effet, pour la plupart d'entre nous, cette vision sévère de la vie nous mène à croire qu'il n'y a que des gagnants ou des perdants, pas de demi-mesure. Et Bonaparte n'échappe pas à la règle. De la cour de récréation au champ de bataille, de l'humour à la séduction, du sport aux jeux vidéo. Le rapport entre hommes est régi par la compétition, par l'affichage et la mesure d'une certaine capacité pour soi et par rapport aux autres. Et généralement, un homme, pour se sentir heureux ou vivant, doit se savoir utile. Or, il n'est jamais plus utile que lorsqu'il est le meilleur. Cette compétition perpétuelle est un déterminant, parmi d'autres, de cette vision dyadique. Vous rappelez-vous de mes références au feu lors du dernier épisode ? Eh bien, je crois que les hommes ont un feu qui brûle en eux. Un feu qui nous permet souvent de prendre des risques, d'agir, d'accomplir, de nous dépasser, mais qui peut aussi servir à combattre et à tuer. La volonté de puissance dont parlait Nietzsche, l'être humain cherche inlassablement à s'étendre, à dominer. Que cela soit notre environnement naturel ou social, nous cherchons tous, constamment, à être plus appréciés, considérés ou admirés par nos collègues, amis et pairs. Et les pauvres hommes, qui ne trouvent leur salut que dans leur utilité, nous sommes alors condamnés à consommer le feu qui est en nous, ou bien le laisser nous consumer. Comme dirait Napoléon, l'inaction, c'est la mort. Alors où en sommes-nous ? Napoléon est un homme qui a choisi de consommer le feu qui est en lui pour s'accomplir. Rappelez-vous une citation. « Je ne pourrais suivre la seule manière de vivre qui me ferait supporter la vie. » Lui veut vivre, pas survivre, que cela nécessite de quitter son pays, de se travestir en politique, de supporter ses nantis, d'envoyer 500 000 hommes à la mort en Russie. Voilà quel est le prix de sa vie. Griffiths n'aurait pas fait mieux. Combien de vies vaut l'accomplissement de la vôtre ? Cela dit, Bonaparte a énormément créé aussi, pas que détruit. Et c'est là, sans doute, qu'est le paradoxe de l'homme. Nous allons désormais traiter de son rapport à sa famille, et particulièrement ses parents. Bonaparte a une relation singulière avec ses parents. Son père d'abord, Carlo Maria de Bonaparte. Il est né corse et génois, il étudiera le droit. Il se battra d'abord pour l'indépendance de la Corse, contre Gênes, aux côtés de Paoli. Mais quand celui-ci sera exilé en Angleterre, le père Bonaparte fera les yeux doux à la France, en tant que député de la noblesse. Poste qu'il obtiendra notamment grâce à l'amant de sa femme et qui lui permettra de laisser ses fils en métropole, comme nous l'avons vu précédemment. Charles Bonaparte n'était pas très bien payé, et même souvent impayé. Ensuite, il a longtemps eu du mal à faire valoir et fructifier ses terres, ainsi que l'ensemble de ses possessions dues à son rang. C'est d'ailleurs une des raisons de son absence durant la jeunesse de Napoléon, Charles étant sur la route de Paris pour y faire valoir ses droits. Les problèmes d'argent de la famille Bonaparte vont profondément marquer le jeune Napoléon, d'où sa recherche constante et maladive de finances pour lui et sa famille. Notons tout de même une très grande partie pour sa famille, un reste de mentalité italienne sans doute. Comme je vous l'avais dit, le père n'est pas le plus présent, il ne restera que peu de temps parmi nous. Dès la 16e année de vie de Napoléon, son père, Charles, décède. Il était en effet diminué par la maladie depuis un certain temps. Je ne vais pas vous expliquer ce que la mort d'un proche peut causer dans notre jeunesse, je pense que vous êtes à même d'imaginer. Mais pour le rapport père-fils, ça nous complique la tâche, sachant qu'il s'agit déjà d'un sujet complexe. Parlons-en. Le rapport au père est généralement tiraillé entre plusieurs extrêmes. De la complicité à la compétition, entre la rigueur et la sévérité, le rejet et la confrontation de principes, règles ou philosophies. Toujours est-il qu'un garçon doit autant admirer et prendre exemple sur son père qu'il doit le dominer sur le long terme. Vous connaissez sans doute l'expression « tuer le père ». Elle est peut-être une réalité. Enfin, symbolique bien sûr, on n'est pas chez Dostoïevski. Mais c'est bien son idée que je développe. Pour aller plus loin, peut-être même qu'un garçon ne devient jamais un homme s'il ne dépasse pas le père. Et pour les pères, c'est le même principe. Votre père cherche avant tout à ce que vous fassiez mieux que lui, ce qui est encore paradoxal, car c'est bien lui, par sa masculinité, qui va instaurer la discipline, la sévérité, soit un rapport de domination directe.
Et c'est ce rapport d'autorité que le fils doit confronter pour asseoir sa prochaine prédominance. Ensuite, les pères ne sont pas parfaits. Ils nous laissent tous des traces et des vices que nous souhaitons corriger. Sans parler du pire, un garçon devra parfois se combattre pour ne pas tomber dans les mêmes travers que son père. Ou peut-être pire, trouver la force de comprendre, de pardonner. Et que même s'il s'agit de votre père, eh bien il n'est qu'un homme. Or le père de Napoléon ne lui inspire que peu de respect et d'admiration. Il ne l'a pas connu fier corse combattant les Génois. Il le perçoit plus comme un père absent qui revient les mains et les poches presque vides. À quoi bon tous ces voyages, doit-il se demander. Il en fera pourtant de même. Il conservera aussi une rancœur tenace pour son père après sa trahison de Paoli, alors qu'il fera, encore une fois, la même chose. Voici pour le père. Mais un enfant a besoin de H et de F, respectivement l'essence de l'homme et de la femme, soit un équilibre pour grandir et se développer au mieux. C'est donc la mère de Bonaparte qui va endosser le rôle de père, avant que ses garçons ne puissent prendre la suite. C'était une tête d'homme sur un corps de femme, dira son fils. Née Maria Laetitia Ramolino en 1750 à Ajaccio, mariée à 13 ans, c'est une femme latine, à fort caractère et maligne de surcroît. Elle était aussi élégante et jolie. Quelle fut donc son influence sur notre futur empereur ? D'abord, cette femme est très pragmatique. Le genre de pragmatisme froid dont les femmes sont capables quand les temps sont durs. Elle était aussi résiliente et possédait une vraie force de caractère. Mais le premier travers qu'elle transmettra à son fils est son rapport à l'argent. Elle est d'une avarice sordide, constamment dans la privation, la prévention, soit la peur de manquer. Ensuite, ses sous, elle les utilise bien, soit pour ses enfants, soit pour les apparences. Rappelez-vous ces mots. Mais il vaut mieux avoir un beau salon, un bel habit, un beau cheval pour paraître à l'extérieur, et ensuite manger du pain chez soi. Comme je vous l'avais dit, nous avons ici un maître et un outil de Bonaparte. L'outil, les apparences, le maître, l'argent. Ensuite, Laetitia est une femme très contrôlante et rigide. Elle inculque sa discipline avec sévérité. Il est impossible de douter de l'amour de Madame Bonaparte pour ses enfants. Mais cet amour ne vivra pas dans la démonstration, mais bien dans le silence et la fierté. Napoléon cherchera toute sa vie à correspondre et à satisfaire les désirs et rêves de sa mère. Il se voulait pour elle être un homme, un vrai, pas comme l'image de son père, un homme fort, pragmatique, calculateur, discipliné, rationnel et surtout victorieux. Pour elle, seule la famille compte, les autres ne méritent que son mépris ou sa méfiance. Cette femme qui vit constamment avec la peur de perdre, de manquer, d'être dépossédée, va inculquer à son second fils l'ensemble de ses penchants. Lui dira « C'est à ma mère que je dois ma fortune et tout ce que j'ai fait de bien ». Le modèle d'éducation de sa mère crée chez lui une obsession de contrôle, qui se traduit par une emprise dictatoriale sur sa famille, une extrême exigence pour lui-même et ses proches, ainsi qu'une aversion pour l'indécision ou la faiblesse que sa mère méprise. Derrière cette maîtrise apparente, Napoléon développe aux côtés de sa mère une blessure narcissique profonde. En effet, Laetitia est presque un demi-dieu dans les yeux de son fils. Elle est tout pour lui, et surtout, tout de sa condition de réussite et de son besoin d'accomplissement. Mais l'amour que lui porte Laetitia est trop secret. Enfin, il n'est pas assez direct pour notre jeune Napoléon. On souhaite généralement être aimé comme on aime autrui, que cela soit sur l'intensité ou la manière. On observe et apprécie ce qu'on connaît. Ce manque est aussi impacté par la relation entre la mère et l'aîné. Napoléon est assez jaloux de son frère, de sa connexion, de sa réussite. Et vu que chez les Bonaparte, les apparences priment. Ainsi, Napoléon cherchera toute sa vie à être la lumière dans les yeux de sa mère, sans jamais y parvenir. Car Laetitia, même au sommet de la gloire de Bonaparte, refuse de l'aduler, alimentant en lui ce besoin insatiable de prouver sa valeur. Chaque conquête devient peut-être un moyen inconscient d'obtenir sa reconnaissance. Chaque victoire une tentative de combler ce vide affectif. Une quête obsessionnelle du succès, l'empêchant d'accepter l'échec, le poussant toujours plus loin, jusqu'à sa chute. Avant de conclure ce chapitre sur la psychologie de Napoléon et les influences de sa famille, je dois une dernière fois vous parler de sa mère. Vous avez compris qu'elle est tout pour lui, la cause et le but. Vous êtes en mesure de comprendre qu'une telle figure maternelle transforme en profondeur son rapport aux femmes. En effet, il n'est pas le plus féministe, et même loin de là. Il a souvent du mal à cerner la psychologie de F, ou plutôt la considère comme limitée ou conformiste. Peu nombreuses sont les femmes qui marqueront en profondeur ce garçon. Alors, dans cet exposé et les suivants, je ferai référence à 4 femmes. 4 femmes qui, en dehors de sa mère, ont impacté l'empereur. D'abord Pauline, sa petite sœur. Ensuite Marie Walenska, la célèbre polonaise. Et finalement, Marie-Louise, la jeune Autrichienne qui deviendra impératrice et donnera naissance au roi de Rome. Pour ces 3 dames, cela sera pour plus tard. En réalité, leurs ombres sont éclipsées par la lumière d'une certaine Rose, la Rose du Petit Prince, plus connue sous le nom de Joséphine de Beauharnais. Présentons-la plus en détail. Née Marie-Joseph de Thatcher de la Pagerie en Martinique le 23 juin 1763. Cette femme des îles, à qui une voyante prédira qu'elle sera un jour plus que reine, fréquentera à l'avenir les plus grandes cours d'Europe. Elle arrive en France en fin d'été 1779 dans le but de se marier en décembre avec le jeune Alexandre de Beauharnais. Elle a 16 ans, lui 18. Leur union donnera naissance à 2 enfants, Eugène et Hortense.
Au fur et à mesure, la relation s'étiole et se dirige sans doute vers une séparation. Mais la révolution éclate et leurs nobles positions vont bientôt poser problème. Alexandre sera arrêté en janvier 94 et Rose le suivra quelques mois plus tard. Cette incarcération dans la prison des Carmes va laisser des traces sur Joséphine. C'est notamment une variable explicative de sa ménopause précoce. Cela lui portera préjudice quand l'Empire nécessitera un héritier. Son premier mari n'échappera pas à la guillotine. La voilà alors veuve et libérée en août 1794. Sans finances, elle va alors s'employer à conquérir la haute parisienne, où sa grâce et sa bonne humeur trouveront refuge. Multipliant les aventures dans les fameux salons de Paris, la voilà qui rencontre en août 95 notre jeune Bonaparte. Il sera très vite passionné, transporté, amoureux, sans doute pour la première fois. Comment est-ce possible ? Eh bien cette femme l'ensorcelle, elle sait séduire, flatter, connaît les codes et les respecte. Et puis elle est désirée de tous alors. Napoléon, comme je vous l'avais dit, est finalement un enfant attiré par ce qui brille, et elle rayonne. Ensuite, elle est mère, et cela joue beaucoup pour notre général, lui qui admet une certaine valeur chez les femmes dans la maternité. Pour finir, elle connaît du monde, beaucoup de monde, et nous savons comment Napoléon choisit ses relations, l'avancement avant tout. Bonaparte d'ailleurs, possessif comme il l'est, lui fera changer de nom, passant de Rose à Joséphine, comme s'il effaçait de la bouche de ses amants ce nom que tant ont dû murmurer. Il est amoureux, et quand bien même l'amour n'est que la somme du désir et de l'attachement, ce n'est pas rien. Même s'il n'est pas étranger au plaisir charnel, Joséphine l'emmène dans un tout autre univers. Il est tout d'un passionné, autant durant son séjour à Paris que dans ses lettres écrites en campagne. Mais sexuellement, il n'est pas passionnant. Les manœuvres en position centrale et ses carries d'infanterie se voient être très inefficaces dans le lit d'une femme. En effet, pour lui le sexe est une affaire de désir à satisfaire, rapide et efficace. Il ne voit certainement pas ça comme une partition qui se jouerait à deux. Alors elle le trompera, et très vite, dès son départ en Italie, sans doute trop d'amour passionné. Joséphine n'était pas du genre à n'avoir qu'un partenaire. Or Bonaparte, ayant déjà la caractéristique jalousie level 100 dans son inventaire, ça passe mal. Mais il accepte, il n'a pas le choix, il l'aime trop pour la perdre. C'est à son retour d'Égypte, où les deux ont été infidèles, que pour la première fois, les rapports de force s'inverseront. Comprenez bien que nous n'en avons pas encore fini avec sa mère ou Joséphine. Je n'ai pas encore parlé de ce qui les unit et de ce qui les divise. Mais ensemble, nous avons déjà pu dresser une esquisse de la personnalité du général. Je vous propose alors de reprendre la grande histoire, là où nous nous sommes arrêtés. Chapitre 6. L'homme d'État. C'est un Bonaparte glorieux qui nous revient d'Égypte en début d'octobre 1799. Nous sommes alors un mois avant son coup d'État. Bainville dira, quand Bonaparte a pris en main la France, elle était sur le point de succomber. Qu'en est-il de la réalité ? Lors de l'épisode précédent, je vous avais déjà fait un florilège de ce qui le pousse à quitter l'Égypte en hâte et abandonner ses hommes. Mais quand il débarque à Fréjus après un mois de traversée, la situation n'est déjà plus la même. D'abord, la patrie n'est plus en danger. Les généraux Masséna et Brune ont rétabli la situation avec les Austro-Russes. Ensuite, le directoire se maintient. Le retour de l'abbé Sieyès a dû aider à dissimuler la corruption et rétablir l'ordre. Voici une citation de l'empereur à Sainte-Hélène, recueillie dans les précieuses mémoires de Bertrand qui le suivit lors de l'exil. Au dehors, le péril n'existait plus, et à l'intérieur, le directoire avait les moyens de se soutenir. Il n'y avait à craindre aucune dissolution, aucune dislocation du pays. Ainsi, la France n'était pas en train de succomber, même si la suppression des agents nationaux par le directoire facilite l'anarchie, le brigandage, ainsi qu'une certaine révolte en Vendée. Et économiquement alors, eh bien les ménages suffoquent et le pouvoir d'achat est comprimé, comme je vous l'avais dit. Mais notre balance commerciale, en 1799, elle, affiche un surplus de 50 millions. Je tiens aussi à signaler l'état de dépravation de Paris. Le Palais Royal est la plus grande maison close d'Europe. On y retrouve entre 10 à 15 000 prostituées. Des étahirs de la haute aux oreillettes de tout le monde. C'est d'ailleurs au Palais que Bonaparte fera sa première fois avec une Nantaise en 1787. Je vous laisse ensuite imaginer le nombre de maladies, surtout à l'époque. Nos centres d'études bactériologiques n'ont qu'à bien se tenir. Juste un mot sur cette Henriette de tout le monde. Elle n'existe pas. Ou pas encore. C'est en réalité une prostituée qui prendra les armes pour la commune. Elle défendra une barricade en tirant le canon. Et pour ça, sera condamnée à mort. Rien à voir, mais je tenais à la saluer. Ainsi la France est mal en point, mais pas désespérée. Son état permet pourtant à certains de lorgner sur le pouvoir. Deux en particulier, Talleyrand et Sieyès. Toujours dans les bons coups, Talleyrand. Il pense à mettre au pouvoir le duc d'Orléans, qui sera d'ailleurs roi en 1830. Sieyès, lui, veut mettre Brunswick sur le trône. L'un fait trop royauté, l'autre est prussien, les comptes ne sont pas bons. Alors ils internalisent le recrutement et on fera de l'entre-soi. Mais il leur faut un sabre, un bras armé pour réaliser le coup d'État. Au début, ils misent sur le général Joubert. Pas de chance, il est mort en août. Ils pensent à Augereau et Bernadotte, mais ils sont trop penchés jacobinisme et on voudrait pas trop de gauche dans le gouvernement. Il faut tout de même souligner que la descendance de Bernadotte constituera la famille royale de Suède, encore à ce jour. Ce traître. Finalement, Talleyrand et Sieyès pensent à Moreau. C'est le plus considérable, le plus prestigieux, celui qui a le plus de soutien. Napoléon aura d'ailleurs toujours un peu peur de lui. Il savait qu'il n'était pas le seul dans les petits papiers.
mais moraux et prudents, alors il se dérobe. C'est finalement Bonaparte qui est choisi, se rapprochant peu à peu de Napoléon. Sieyès a beaucoup de mal avec notre général, et réciproquement. Ce sont deux hommes de l'argent. Mais Napoléon est proche des milieux financiers, grâce notamment à sa femme. Et puis Talleyrand prévient Bonaparte que Sieyès a déjà une trentaine de millions. Alors, parlant le même langage, ils sont prêts à coopérer pour la bonne santé de la chose publique. Voici l'ensemble de nos acteurs. Pour les finances, on prend 30 millions au Suspergo. Cambacérès finance aussi, tout comme les maisons Baudin ou encore l'industriel Roderer. Ils ont de leur côté le plus puissant des auxiliaires, l'argent. Pour l'armée, on a Bonaparte, mais il nous faut aussi la police, et quoi de mieux que le chef de celle-ci, un certain Fouché, pas un enfant de cœur, c'est d'ailleurs le premier à porter le nom de Boucher de Lyon. Pour résumer, c'est un homme froid, austère et hostile, à l'instar de Talleyrand, ce sont des hommes qui ont survécu au changement de régime. Maintenant le plus important, comment et de qui sera composé le gouvernement? Sieyès veut le premier poste, c'est normal, c'est le manœuvrier, le chef d'orchestre. Pour cela, il sait qu'il faudra écarter Barras. Évidemment, ça convient à Napoléon. Il lui doit beaucoup de choses, il est même son obligé. Il veut enfin et à jamais le dépasser, enlever le nom de Rose de sa bouche. On offrira donc argent et femme à Barras pour qu'il ne bouge pas. Talleyrand, lui, ne veut pas du poste. À quoi bon être dans la lumière? Il sait que le vrai pouvoir est toujours dans l'ombre. Napoléon lui aussi veut la première place, comme toujours, rien ne lui sied mieux. Il doit donc se débarrasser de Sieyès, notre protagoniste sent bien, comme toujours, que tout se joue là. Pouvons-nous seulement imaginer ce qu'il pense dans ces moments-là, dans ces moments de vie intense? Que ressentez-vous quand vous êtes à l'orée de votre existence? Quand demain à l'aube, quelque chose peut changer celle-ci, vous changer? C'est grisant, n'est-ce pas? Alors imaginez que demain, c'est le trône de France votre objectif. Difficile de saisir le doute et la pression qu'il supporte. Il est constamment entre la vie et la mort. Sur le champ de bataille d'abord, il a déjà connu une dizaine de batailles, des milliers de morts. Mais pour le coup d'État, ce qu'il craint le plus, c'est la fin de son projet, de son ascension, de son pouvoir. Sans ça, il n'est plus rien. Redevenir ce petit Corse à la merci de ses envahisseurs, jamais. Alors il doit continuer, toujours continuer, cela sera un problème récurrent. Napoléon, fondamentalement, se met toujours dans des situations où il ne peut pas échouer, où ce n'est pas permis, où les conséquences seraient sa mort, au propre comme au figuré. La victoire ou rien. En ça, on peut dire qu'il est en vie. Il est constamment sur le fil et il y a pris goût. Dans ce monde, rien ne peut rivaliser avec la sensation d'avoir survécu et gagné. Revenons-en à la politique, avec ses magouilles et compagnie. Il faut maintenant acheter Sieyès. On va lui donner une propriété et une partie des fonds secrets du directoire. C'est Napoléon lui-même qui l'amènera devant la fameuse armoire, et c'est avec le regard plein de mépris qu'il lui jettera « Servez-vous ». S'exécutant, il acquiesce et collabore. Sieyès fera ce qu'on lui dit, alors passons à l'action, la seule chose que respecte notre général. Maintenant que nous avons l'argent, les acteurs, les magouilles, attaquons désormais le déroulé du coup d'État. Tout est en place, mais l'entreprise reste très risquée. Dans la nuit du 17 au 18, nos protagonistes ne sont pas sereins. Pour tout vous dire, Bonaparte garde 2 pistolets chargés sous son oreiller. Sieyès, lui, a préparé une valise pleine de cash, au cas où. Et finalement Fouché, qui a tout de même préparé un ordre pour arrêter Napoléon, au cas où. Nous y voilà. Le 18 Brumaire au matin, la police placarde et avertit sur un complot anarchiste. Des mesures graves s'imposent. On doit nommer un gouverneur militaire à Paris, Bonaparte. 3 des 5 directeurs démissionnent, comme prévu. On ordonne un rassemblement des chambres, où ça? Loin, à Saint-Cloud, là où le peuple ne pourra pas agir. Sieyès veut en profiter pour enfermer des gens de gauche. Napoléon s'y oppose de peur d'un soulèvement. Pourtant, les Jacobins se doutent de quelque chose. Le lendemain, quand les 2 chambres se réunissent, celle des anciens et des 500, l'agitation du peuple fait que les anciens convoquent le général à qui ils ont donné le pouvoir. Mais il n'était pas prêt à être interrogé. Il bafouille, se répète. En tout cas, il ne convainc personne. Il lancera même. N'oubliez pas que mes passes sont accompagnés par le dieu de la victoire et de la guerre. Autant au Caire, cela avait sa place. Autant ici, plutôt malvenu. C'est presque misérable qu'il sort du Conseil des Anciens. Sentant la situation lui échapper, il se dirige au Conseil des 500, là où son petit frère Lucien préside. Cherchant des alliés, il ne trouvera que des ennemis. En effet, il n'a pas le droit d'être dans cette chambre, c'est un militaire. Il ne peut s'y rendre que lorsqu'il y est convié. Alors c'est la catastrophe. Dès qu'il pénètre avec une dizaine de grenadiers, c'est la pagaille, la zizanie. En effet, les Jacobins sont bien représentés chez les 500. Alors il se rue sur Bonaparte, attrape ses vêtements, crie « Que faites-vous là? Qu'est-ce que cela signifie ?» C'est un coup d'État. Il reçoit alors quelques coups, il est totalement désarçonné, il est perdu et proche de l'échec, alors on l'exfiltre, livide. Il est presque évanoui, il a une montée de boutons qu'il déchire par stress, du sang coule sur son visage, tout semble perdu. Mais c'est là que le providentiel Lucien sort de la chambre des 500 et vêtu de son uniforme de président, vocifère aux grenadiers restés dehors. Un complot a éclaté à l'intérieur, ils ont voulu tuer notre général. Murat et les grenadiers se précipitent alors dans la chambre où il ordonne le fameux « Foutez-moi tout ça dehors ». C'est la débandade. Les députés sautent par les fenêtres.
l'armée a pris en main le coup d'État. Vers la fin de journée, on en rattrapera 50 sur les 750 au total pour faire voter le consulat à 3 têtes. L'opération a réussi. Le soleil se couche sur la marche des grenadiers qui rentrent vers Paris, chantant « Ah, ça ira, certains d'avoir sauvé la République ». Le soir du 19, nos protagonistes jubilent. Talleyrand dîne chez une actrice, Napoléon chez un banquier. Madelin nous dira « À l'heure où la France périssait, un soldat surgit de ses entrailles, vient la sauver ». Conséquence, la Constitution va être modifiée. On passe à 3 consuls, élus par Sieyès qui laisse sa place, car fraîchement corrompu. Premier consul, Bonaparte. Second consul, Cambacérès, qui représente la gauche car il a appartenu au comité de salut public. Et enfin, Lebrun, qui représente la droite, plutôt royaliste. Ça y est, Bonaparte est sur le trône de France. Son pouvoir reste pourtant à consolider. Il faut maintenant convaincre le peuple. Lui n'aura pas son mot à dire. Alors voilà comment on aura la plèbe, par la propagande ou le marketing, si vous préférez. Napoléon dira « Il faut toujours mettre autour des actions une confiture de paroles. Autrement dit, si vous n'êtes pas à la table des négociations, c'est que vous êtes au menu. » La République malade a rendu son dernier soupir. Le général victorieux a su s'imposer aux griffes des politiciens. Nous y sommes. La France va retrouver ses amants de toujours, la gloire et la guerre. Je vous propose de résumer les pouvoirs auxquels a accès notre premier consul. Déjà, il dirige l'exécutif, jusqu'ici logique. Mais il est aussi à l'initiative des lois. Bon. Ensuite, il nomme lui-même les membres du Sénat, qui à leur tour nomment 2 chambres avec un total de 750 députés, comme avant. Maintenant plus technique, le corps législatif ne peut discuter les lois, seulement les voter. Par contre, les Français, eux, ne votent plus. Le suffrage universel ou censitaire disparaît. On garde pourtant l'appellation République française pendant 4 ans. Pour finir, c'est Bonaparte qui gère l'administration. Il centralise, il crée et nomme les préfets, les sous-préfets, les maires. En résumé, il contrôle tout. Niveau presse, ce n'est pas mieux. On passe de 73 journaux en Brumaire à 13 en février 1800. Maintenant, le but, c'est l'unité nationale. Il se veut au-dessus des partis. Comme dirait l'autre, les partis, c'est la mort d'une nation. Il se veut le maître de tous, du peuple comme des possédants. Et on sait qui Napoléon craint le plus. Il fait comprendre aux nantis que la République et ceux qui la dirigent sont les seuls à pouvoir garantir la sécurité de leurs propriétés et de leurs capitaux. Pourquoi ? Parce que le peuple suit Bonaparte. Pour le peuple, ce général préserve la ligne des révolutionnaires, des nouveaux droits, de la fin de la dîme et des droits féodaux, de l'égalité. Quel vilain mot. Cela me ramène à une citation dont je n'ai plus l'auteur. La République sait très bien, les gens voteront pour ce qu'on leur dit. Et c'est vrai qu'il y a matière à réfléchir. La République, sous couvert d'égalité, permet souvent de feindre le renouveau et protéger les intérêts des possédants. Rien à voir avec aujourd'hui, où nous sommes si bien représentés, où nous ne sommes pas du tout poussés à haïr nos semblables et leurs différents partis, au lieu de questionner l'entre-soi parisien et l'élitisme nauséabond. Ainsi, Bonaparte, ses soldats et ses financiers forment un bloc qui compte bien rester au pouvoir. Or, le pouvoir qu'il possède avec la présidence du consulat est presque sans limite. Robespierre ou même Louis XVI n'ont jamais eu autant de cartes en main. Il s'installe alors aux Tuileries, dort dans le lit de Barras. Joséphine n'y est pas dépaysée. Le même lit où Marie-Antoinette a dormi. Mais comme je vous l'avais dit, tout homme possède un maître. Et lui, plusieurs en réalité. Car le groupe de financiers attend retour sur investissement. Ils ne sont pas là pour les intérêts de la France. Et Napoléon va vite s'en rendre compte. Pour autant, je vais m'arrêter là en ce qui concerne les changements politiques et sociaux de la France. Tout comme je ne vais pas décrire tout de suite le rapport entre les financiers et leurs obligés. Nous y reviendrons quand il faudra parler de la création de la Banque de France, une occasion de traiter de Necker et des sans-familles. Mais avant de conclure, 2 citations. Une de Cabanis de l'Institut. « Veillons à ne pas attaquer l'opinion des capitalistes. Nous sommes dans la main d'hommes qui n'ont pas toujours des intérêts conformes à ceux de l'État. » Et enfin une citation des Mémoires de Molien, trésorier de l'empereur. Entre Napoléon et les gens de finance, la partie n'était pas égale. Le caïd est respectueux à l'égard de l'argent. Le caïd rampe, et il rampera. Toujours. Chapitre 7. Le génie militaire. Napoléon a fort à faire. Il doit affirmer et stabiliser sa position. Une nouvelle constitution est adoptée, il réorganise l'administratif et le financier, apaise ses relations avec l'Église. Seulement, la seconde coalition n'est pas défaite. Les Anglais font toujours valoir leur or pour nous combattre, si bien que le nord de l'Italie est repris par la force de la coalition. Ça la fout mal, c'est là-bas que Bonaparte est devenu un homme de premier plan. C'est donc en Italie qu'il doit fixer son nouveau pouvoir. Pour résumer, les défaites de Trebia et de Novi en juin et août 99 contre les Austro-Russes nous font perdre l'Italie du Nord. Cependant, un revers à la bataille de Zurich pousse les Russes à quitter la coalition et rentrer vers la mère patrie, déçus de leurs alliés autrichiens.
Ainsi, Bonaparte, comme souvent, propose une paix qui lui sera jetée à la figure. Il doit alors à nouveau agir et est, comme toujours, dans l'obligation de vaincre, constamment sur le fil. Le paradoxe de la victoire. 3 armées sont présentes dans le secteur. Moreau au nord et ses 100 000 hommes sur le Rhin. Ensuite, Masséna qui est esselé et assiégé à Gênes. Et enfin, Napoléon qui est à Dijon avec ses 40 000 hommes. La situation est catastrophique pour Masséna. Lui et ses hommes subissent une grosse pression à Gênes. Ils ne tiendront pas longtemps. Napoléon doit agir vite. Il ruse alors, il donne des ordres, explique et détaille à ses hommes son plan, son faux plan. Les espions envoient leurs estafettes et décrivent. Bonaparte se dirige au nord rejoindre les 100 000 hommes de Moreau. L'Italie n'est pas en danger pour le moment, nous aurons le temps de réagir. Il n'en est rien, le malin Bonaparte connaît l'art de la guerre. Il pivote, rejoint l'armée de réserve et fond vers les Alpes. Rappelez-vous, cet enfant attiré par la lumière n'en connaît pas de plus belle que celle de l'Antiquité. L'exploit d'Hannibal, sa traversée des Alpes, ses victoires sur les Romains, c'est à cela qu'il pense. Surprendre encore une fois, se déployer rapidement sur les théâtres d'opération, faire ce que les autres pensent impossible. Le 16 mai 1800, c'est le départ. On choisit le passage du Grand Saint-Bernard, 50 000 hommes et 40 canons s'enfoncent dans la montagne. La route escarpée, encore ensevelie sous la neige, semble infranchissable. En ce printemps glacial, le vent hurle, le froid mord la peau. Pourtant, l'armée française avance. Lannes rencontre en premier les Autrichiens, mais forcé de faire un détour, les canons seront retardés. En effet, le fort Bar et sa garnison nous barrent la route. On doit emprunter un chemin de chèvre. C'est d'ailleurs ici qu'un certain Stendhal a connu son baptême du feu. Mais voilà que le 23 mai, Lannes déboule dans la plaine italienne, gifle un général le 26. Ça y est, les Français sont dans la place. 30 000 soldats de la République française réitèrent l'exploit de Charlemagne et Hannibal. La victoire de Lannes force les Autrichiens à retourner sur le Rhin. Le général von Mélas rappelle ses hommes de la frontière française. Il croit que le consul va voler au secours de Masséna et de ce siège interminable à Gênes. Mais Napoléon feinte à nouveau et converge vers Milan. Il y pénètre le 2 juin sans résistance. La garnison a battu en retraite. Il n'y a pas d'acclamation, peu de bruit, pas de fête. Les Milanais connaissent déjà ce Bonaparte. Il était un libérateur jadis, mais un vampire aussi. Je ne vous apprends rien. La guerre se nourrit d'elle-même. Le pillage paye les soldats. Le vol de nourriture facilite le ravitaillement. D'ailleurs, pour parler logistique, je vous introduirai bientôt le major général de l'armée, le gestionnaire sans égal, Louis-Alexandre Berthier. Lui, c'est vraiment le boss. Il n'est certes pas un homme de bataille, mais un homme de l'ombre, du genre qui vous fait passer un col dans les Alpes, vous venge à Wagram ou vous manque cruellement à Waterloo. Pourtant, notre général a fort à faire. Sa stratégie d'encerclement tombe à l'eau. Il divise alors son armée pour couper les Autrichiens de leur ligne de ravitaillement et des renforts. Mais l'armée de Turin est déjà en route, et les 12 000 Autrichiens qui encerclaient Gênes sont maintenant libres d'agir. L'avant-garde de Lannes poursuit des petites troupes pour créer de l'espace, mais s'avance de trop et va bientôt rencontrer une des grosses forces autrichiennes. C'est le 9 juin que la bataille de Montebello commence. 16 000 Autrichiens, nous sommes en 1v2. Ils sont mieux positionnés et en hauteur. Leur batterie de canons nous coupe les jambes, les os se brisent comme de la glace. Sur l'ensemble de la ligne, les situations sont critiques, mais le pire n'est pas là. Car toujours plus d'hommes arrivent du côté autrichien. Une chance pour nous, le général ennemi a reçu l'ordre de ne pas trop s'investir en vue d'une bataille décisive dans les jours à venir. Il garde alors une large réserve et ne parvient pas à nous faire faillir. À 14h, ce sont 6 000 Français, commandés par le général Victor, qui viennent sauver la mise. Sans attendre, et voyant les renforts arriver, Lannes enfonce la droite autrichienne. Victor, lui, s'élance au centre. Malgré le feu et la mitraille, des colonnes d'infanterie débordent leur gauche. Notre cavalerie charge et fend leur dispositif en deux. Par peur d'être encerclé, la retraite est sonnée côté autrichien. C'est un soulagement pour Lannes qui a guidé ses hommes avec bravoure au cœur de la bataille. Cette victoire est encourageante certes, mais pas décisive. Bonaparte sait qu'une paix ne sera pas signée sans écraser l'adversaire. Alors encore une fois, il disperse son armée, car croit que les Autrichiens ne bougeront pas. Il souhaite leur empêcher toute retraite, et quand leur position sera bien identifiée, il fera converger ses bataillons vers une plaine méticuleusement choisie au préalable. C'était le plan, la méthode Napoléon, mais cette fois, nous sommes mal informés, et les Autrichiens ne vont pas se retirer comme le croient les Français. Bien au contraire, leur armée s'est regroupée dans la commune d'Alexandrie, et ils n'y préparent rien de moins qu'une attaque. Le 13 juin, nos forces se séparent, et vont couvrir les routes au nord et au sud. Napoléon reste avec 22 000 hommes, et avance en direction d'Alexandrie. Le piège se referme. Les 30 000 vétérans de Mélas sont là pour nous abattre. Dans la nuit du 13, nous prenons position dans la commune de Marengo, face aux plaines et vignes italiennes, bientôt jonchées de cadavres. Le matin du 14 juin 1800, seuls Lannes et Victor sont présents en avant des troupes. Les armées s'activent, la ligne de front sera une petite rivière et un pont de bois, c'est ce que nous défendrons. Il est 9h, les canons chantent, la terre se soulève, les hommes tombent. Les premières vagues d'Autrichiens arrivent,
La barrière naturelle les ralentit et les transforme en cibles faciles. Un général et de nombreux hommes meurent dans ces premiers affrontements. Les Autrichiens reculent. Mais le gros des troupes n'est pas encore là. Plus au nord, justement, les régiments traversent la rivière. Ils pourraient nous encercler. Le général Lannes vient à la rescousse, repousse les Autrichiens derrière les flots. La ligne est stabilisée. Pourtant, les Autrichiens arrivent sans cesse. Bientôt, leurs 100 canons seront alignés et nous n'aurons plus assez d'hommes pour combler les trous. Heureusement, de mauvaises manœuvres nous font gagner du temps, mais l'horloge tourne. Nos 16 canons et 16 000 hommes en présence ne pourront pas tenir un si grand front. Il nous faut des renforts. Où est Napoléon? Le consul est à quelques kilomètres. Il ne se doute pas de l'urgence de la situation. Leur surnombre fait qu'un encerclement a commencé au nord. Le flanc de Lannes sera bientôt à leur merci. Au centre, ce n'est pas mieux. Une brèche a été investie. Nous sommes coupés en deux. Au sud, 1500 dragons chargent nos rangs. Finalement repoussés par la cavalerie de Kellermann, il doit alors se retourner et charger à nouveau afin de couvrir une percée sur le pont de Marengo. Même le panache français ne peut rien face à une situation désespérée. Les unités manquent de munitions, la ligne est brisée. S'ils ne veulent pas tous mourir, il faut fuir, et en bon ordre. On sonne la retraite. Victor recule vers un autre village. Mais Lannes est trop engagé et subit l'encerclement. Lui et ses soldats se battent comme des bêtes. Ils reculent, mais ne craquent pas. Vers 15h, Lannes et Victor ont reculé d'1,5 km, cela sous la mitraille et les charges de cavalerie. Une nouvelle ligne de front est créée, les Français, miraculeusement, tiennent bon. C'est à ce moment que Napoléon arrive. Il observe, analyse, donne des ordres. Il identifie la principale menace, elle est au nord, sur la droite française. Il envoie des troupes, mais pas assez pour contenir l'ensemble de cette force. Pas le choix, il envoie sa garde, la garde consulaire. C'est le début de la légende. Ces 900 hommes font face à toute une armée. Ils repoussent la cavalerie, éclaircissent les rangs autrichiens, mais le surnombre aura raison d'eux. Les dragons nous chargent dans le dos et le flanc, un homme sur deux ne rentrera pas. La garde recule, les munitions manquent, nous n'avons plus de réserve, la bataille est perdue. On recule encore une fois. C'est malgré tout une retraite en bon ordre avec les 6000 Français restants. Nous sommes victorieux face au consul de France. Tel est le contenu de la lettre qui part en direction de Vienne en cet après-midi. Mais contrairement au gouffre de Helm, ce n'est pas les premières lueurs du jour, mais bien les dernières qui poussent les regards vers l'est. Certains diraient qu'il est en retard, d'autres pile à l'heure. C'est le général Desaix qui, au son des canons et à l'appel à l'aide de son Bonaparte, arrive sur le front, vers 16h. Il constate les hommes harassés, défaits. Il se précipite vers Bonaparte, livide. Il lui apprend la nouvelle et les conséquences de celle-ci. Mais Desaix n'est pas le genre d'homme à admettre la défaite sans combattre. Il fulmine, la nuit n'est pas encore tombée, il nous reste le temps de l'emporter. Les soldats sont alors pris d'un élan. Les voilà, les voilà! L'arrivée de sa troupe donne du courage aux hommes. Aussi, les mots du général touchent en plein cœur notre consul. Bonaparte se lève, prend la parole. Nous avons bien trop reculé aujourd'hui. Vous savez pourtant que j'aime dormir sur le champ de bataille. Dans la poursuite, les forces autrichiennes se sont dispersées et le bloc qu'ils composaient n'est plus. Dans la journée, bon nombre d'officiers sont morts, laissant la chaîne de commandement incomplète et éparpillée. Cela dit, la nôtre aussi, les pertes sont énormes dans nos rangs. Mais le mental, lui, a repris du poil de la bête. Plus de retraite, ce sera une contre-attaque, et la dernière, s'il le faut. Alors c'est reparti. Marmont et 18 canons se positionnent en avant et éclaircissent les rangs autrichiens. Bonaparte, ce génie, commande aux infanteries légères de mettre la pression au centre. Or, les soldats en question ne mettent pas la pression, non. Ils oblitèrent littéralement les lignes ennemies. Le général autrichien Zach se retrouve dans l'obligation d'envoyer ses grenadiers d'élite. C'est ce que nous attendions. Le 9e régiment d'infanterie légère recule. Zach croit que nous battons en retraite, encore une fois. Certains de leur victoire, ils s'avancent alors précipitamment vers les Français défaits. C'est à ce moment que, cachés derrière les vignes, l'armée française fond sur les Autrichiens. Alors Desaix rejoint l'infanterie du 9e au centre, fixe la position, vocifère, baïonnette au canon, et plein de courage, en avant de ses hommes, il se précipite et mène la charge. Mais le courage ne rend pas invincible, et dès sa sortie des rangs, un Biscayen lui traverse le cœur. Il tombe froid, sans vie. Vous n'ignorez pas que dans une bataille, tuer un chef est synonyme de victoire. La chaîne de commandement s'effondre, et le moral aussi. Cela signe la fin. Sans Desaix, il n'y a plus d'espoir. Mais non, nous ne sommes pas de cette trempe. Ce n'est pas la peur qui saisit les soldats du 9e, mais bien la rage de vaincre. À la vue de la mort de leur général, tous les soldats rugissent, vengeance, et enfoncent la ligne autrichienne jusqu'à sentir, au creux de l'oreille, leur dernier souffle. Kellermann et ses 400 cavaliers lourds ne se font pas prier. Ils débordent la gauche autrichienne, entament une charge et s'écrient. Les chevaux transpercent la ligne, les sabres s'abattent sur des Autrichiens désemparés, la furie française, comme on l'appelle. Leur centre s'effondre, les Français sont gonflés à bloc, les troupes en retraite rallient le combat, le destin de la bataille est scellé. C'est la victoire. En quelques minutes, la situation a changé. Les Autrichiens battent en retraite, se rendent, ceux qui ne sont pas encore sur le théâtre prennent peur et fuient. Zach se retrouve prisonnier avec 2000 hommes. Murat et sa cavalerie s'élancent, finissent le boulot, donnent le coup de grâce. Voilà ce qu'est la victoire de Marengo. 7700 morts et blessés côté français, 12 000
côté autrichien. Cette victoire napoléonienne est en fait celle de Desaix, cet homme valeureux de 32 ans, humble et talentueux. Il servait aveuglément son général, comme il l'appelait. 2 citations de Bonaparte avant de conclure. Oui, j'ai été longtemps avec lui, je l'estime. À mon retour à Paris, je le ferai ministre de la guerre. Il sera toujours mon second et mon ami. Et enfin, mes 2 lieutenants d'Égypte, Desaix et Kléber, tués le même jour à la même heure. Quelle singularité. Desaix aurait été le premier général de nos armées. Il a eu à Marengo le pressentiment de sa fin. Je le voyais sombre, je descendis de cheval et lui dis « Asseyons-nous un moment sur l'herbe ». À ce moment, il me répond « Après une si longue absence, les boulets de l'ennemi me reconnaîtront-ils » Il ne faut jamais oublier que les victoires qu'on nous accorde sont aussi celles de nos proches. Par défaut, l'être humain internalise les réussites et externalise les échecs. N'oubliez jamais à qui vous êtes redevable. Ils vivent à travers vous et vous vivez à travers eux. Voilà la fin de ce second épisode. Nous arrêtons donc notre récit le 15 juin 1800. Le prochain marquera le tournant de Bonaparte à Napoléon, ainsi que sa dernière ascension, afin de devenir l'empereur des rois. Merci à tous de m'avoir écouté. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous attends nombreux pour le prochain épisode. C'était Nono le Croco.